Hello les Itata, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Il a quitté la France hexagonale à 21 ans pour partir quelques jours découvrir l'Afrique. Il est tombé sous le charme des traditions africaines qu'il a apprises et cultivées. Arrivé en Martinique il y a 4 ans en provenance du Sénégal, il a gardé des liens très forts avec l'Afrique au point de se faire initier à la religion vaudoune, le vaudou originel, né au Bénin. Bonsoir Jean-Pierre Minet. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. J'ai pas dit de bêtises là, c'est bien ça, hein? Sur la religion, je dirais plutôt de spiritualité qu'une religion, voilà. Juste pour poser les choses. C'est plus un mouvement des croyances spirituelles oui, c'est ou plus, des pratiques? Voilà. Après, il y a une organisation qui est décrite dans le livre, on en parlera plus tard. Oui. Mais voilà, c'est plus d'abord une spiritualité. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes arrivé en Martinique il y a 4 ans. Vous avez un parcours atypique quand même pour un originaire de la grande région parisienne, hein, Villeneuve-Saint-Georges. C'est ça. Votre formation vous destinait plutôt à la santé et au social. Et puis aujourd'hui, vous êtes maître vaudou, vaudoune? Maître vaudou, non, certainement pas. Peut-être quelqu'un qui a été initié, c'est vrai, il y a quelque temps, mais qui au début était quelqu'un qui a découvert et qui a voulu faire découvrir, plus de façon ethnologique et plus en termes de sociologie que d'observation, que de vraiment pratique. Le livre qui a été écrit donc par moi et Oundémon à Cotigny-Onzin, qui lui est un initié de longue date, puisque depuis l'âge de 6 ans, il a été initié. Donc voilà. Lui est un véritable initié. Moi, je dirais plutôt que j'ai fait une découverte. Ouais. Voilà. Alors, quand vous quittez l'Hexagone à 21 ans pour aller découvrir l'Afrique, d'abord, c'est par pure curiosité? Alors, c'est dans le cadre... En fait, c'est des découvertes successives, c'est-à-dire que vous êtes en région parisienne, donc vous êtes confronté, si vous sortez un peu, que vous allez à des concerts, voilà, donc vous êtes sensibilisé à un concert de Touré Kunda, à un autre concert de, je sais pas, Kassav, qui de Youssou Ndour, etc. Et ça donne envie, et puis c'était dans le cadre d'une association qui s'appelait Service Civil International, qui était une association qui est agréée par l'UNESCO. Et donc, je suis parti comme volontaire de l'UNESCO pour découvrir un pays. On va découvrir comment vous êtes finalement arrivé en Martinique il y a 4 ans. Ouais. Mais on commence par parler de vous, du jeune Jean-Pierre Minet. C'est Kimounouye. Alors, vous comprenez un petit peu le créole, Kimounouye? Un petit peu. Vous pouvez répondre en français. Un petit peu, un petit peu. Alors, dites-nous. Je vous écoute. Kimounouye, qui êtes-vous? Une petite présentation. Donc moi, c'est Jean-Pierre Minet. Je suis issu d'une famille de Montpelliérains. Mes parents étaient Montpelliérains. Ils se sont montés en région parisienne pour des raisons de travail. Parce que le Sud, c'était pas si facile que ça pour arriver à progresser. Et donc, voilà, je suis né à Villeneuve-Saint-Georges, 3 avril 1967. On va voir justement le Jean-Pierre Minet, le bébé. Petit. Avec les photos que vous nous avez transmises. Voilà, là, voilà. Le 3 avril 1967, à Villeneuve-Saint-Georges, je naissais. Mon père était à l'époque employé de banque, ma mère était secrétaire, et j'ai un grand frère et une grande sœur. Ouais. Voilà. Villeneuve-Saint-Georges, région parisienne, une région effectivement très multiculturelle, on va dire. C'est ça. Déjà, tout petit, ce sont des choses auxquelles vous avez été sensibilisé? Alors, un peu plus tard, parce que tout petit, on ne se rend pas bien compte. On est un peu, voilà, dans un... On va voir d'ailleurs le petit garçon que vous étiez après cette photo. Donc ça, c'est l'école primaire, c'est 1900, dans les années 70. Alors, on est... voilà, on ne fait pas trop attention à son environnement. Tout paraît normal, on fonctionne comme ça, j'avance dans la vie. Et vous aviez déjà à l'époque beaucoup d'élèves, de copains de classe qui étaient originaires d'un peu partout. En fait, on ne fait pas attention. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à côté de vous, vous ne calculez pas s'il vient d'où, il est là. Ouais. Il y en a qui y prêtent attention. Il y en a, voilà, mais en tout cas, ce n'est pas mon cas dans ce cas-là. Voilà. Mais effectivement, oui, il y avait des personnes qui venaient d'arriver même, puisque c'était souvent des enfants qui venaient juste d'arriver en France. Cette enfance en région parisienne, vous nous la racontez un peu? Vous avez combien de frères et sœurs? Alors, j'ai un frère et une sœur.
Ça ne se fait pas tout à fait à Villeneuve-Saint-Georges, parce qu'en fait, il n'y avait qu'un hôpital qui était à Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Et donc, moi, j'habitais Ris-Orangis, Mhm. donc qui est juste un peu, toujours en banlieue parisienne. Et elle se passe très tranquillement, cette enfance. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Des amis, des jeux, Mhm. voilà, quelque chose de très ordinaire, en fait. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Ouais. On va voir le jeune adulte chevelu sur Ah, sur la voilà. photo suivante. Là, on Alors là, change voilà, c'est complètement là de. où ça commence C'est un peu la photo dossier, là. Voilà, la photo dossier, c'est la photo où on commence à aller au concert, Mm. on découvre un peu l'environnement parisien, Mm. on va, comme je vous ai dit, des concerts de Touré-Kunda, Youssoundo, Ouais. voilà, je me rapproche d'une association qui s'appelait Service Civil Mm. International, qui a été fondée par Pierre Cérézol, qui était un Suisse proche de Gandhi, Mhm. donc dans une mouvance, comme on peut dire, babacool, mais Ouais, ouais. surtout pacifiste. Et Mhm. voilà, et je continue mes études en sociologie, Mhm. et voilà, et j'avance comme ça. Donc vous avez grandi dans l'Essonne, finalement, c'est ça, C'est ça, Ris-Orangis. ouais. Comment se passe cette adolescence? On est quoi? On est au début des années 80. Ben, elle se passe assez bien, un élève un peu turbulent, un peu Mhm. trop turbulent souvent. Et puis un petit passage en pension, parce qu'un peu trop turbulent. Ouais. Et puis la vie continue, j'avance. J'ai une scolarité qui est, comment on dit, un peu atypique, puisque je vais en lycée professionnel. Mhm. Et à partir du lycée professionnel, je reprends une filière normale, un Mhm. bac G2 de comptabilité-gestion, et puis Ouais. après un DUG, une licence de sociologie et une maîtrise de sociologie. Mais un Ouais. petit passage un peu tendu. La, Voilà. la- la rencontre avec Service Civil International, Service Civil ou civique? Non, civil. C'est celle qui vous permet de vous ouvrir un peu les yeux, C'est ça, de me de structurer. commencer à regarder autour de C'est vous. ça, tout à fait. Mhm. C'est-à-dire que ça a été un excellent moyen d'apprentissage et de découverte de son environnement, et, et de découvrir le premier service civil, enfin en tout cas le premier service volontaire que j'ai fait était aux Mhm. États-Unis, pas en Afrique. Ouais. Et c'était de travailler avec Patch Adams, qui était un médecin qui soignait par le rire. Il disait donc Ouais. c'était un clown, on Mhm. y a eu un film sur lui. Mhm. Et il construisait une clinique pour les enfants. On parlait déjà de rigologie à l'époque. C'est ça, Mhm. c'est lui qui a lancé ça. Ouais, d'accord. Et du coup, bah, voilà, ça m'a permis comme ça de découvrir mon environnement, de me confronter à un peu des choses extérieures à ce que je connaissais. Et déjà, il y avait vous parliez des concerts effectivement multicolores, on va dire, Ouais, ouais. de la région parisienne. Mais Il y avait déjà cette attirance pour aller découvrir des cultures, des cultures Ouais. étrangères. Vous aviez vous aviez Johnny Clegg qui sortait à fond tous ses titres. Vous Ouais, aviez tout à fait. on était en plein dedans. Johnny Clegg, grand chanteur sud-africain, Voilà. qui avait été très proche de Mandela à l'époque. C'est ça, avec un combat à l'époque justement pour la libération de Mandela, Mm. qui est quand même quelque chose qui a marqué en tout Ouais, bien sûr. cas mon adolescence. Et voilà, des choses fortes, oui, comme ces espaces de liberté, ce qu'on m'ont appris mes parents quand même, hein, c'est cette culture de la liberté, de l'égalité et surtout de la fraternité avec les gens. Vous parlez de vos parents, on vous retrouve là, je crois, avec votre papa là, sur la Oui, photo suivante. tout à fait. Donc voilà mon papa, bah, c'est quelqu'un qui m'a construit aussi, qui est toujours très proche de moi. Mes parents, j'ai eu la chance qu'ils soient toujours en vie, ils ont 91 ans. 70 ans de mariage, donc ça, c'est pas rien. 70 ans de mariage. Ouais, si ça se fête. Et voilà, je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont toujours entouré et protégé. Et ils m'ont fait évoluer aussi. Et toujours été là quand il fallait. Donc j'ai eu beaucoup de reconnaissance envers eux. Ouais. La famille est quelque chose de très important pour moi. Une éducation aussi ouverte sur l'échange, sur le monde. Oui, mon père, bon, il était banquier, mais il a la retraite, mais il est toujours quelqu'un très ouvert sur la philosophie. Et en fait, il m'a sensibilisé à ces auteurs. Ouais. Donc, c'est aussi ça qui m'a permis de me construire aussi différemment. Ouais. Ouais. On n'a pas de photo de votre maman, par contre, on a votre grand-mère. Ouais. Sur ma maman, sur la photo. quand je dis ma maman, c'est comme si c'était moi. Donc, Ah oui, voilà, d'accord. vous me voyez. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est fusionnel. Donc, voilà. Et ma grand-mère, ça a été fusionnel aussi. C'est sa maman, d'ailleurs. Et voilà, je passais mes vacances chez elle. Et là, ma grand-mère était déjà assez âgée. Ouais. Et voilà, bah, pour montrer aussi que
voilà, il y a aussi la solidarité familiale quand on a des difficultés, quand on devient plus âgé, et ben on est là aussi pour les personnes de la famille. Voilà. Cette famille, alors vous le disiez, vous êtes deux, hein, deux enfants, c'est ça? Trois enfants, Ouais. pardon. Cette famille, voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous vous voyez beaucoup? Il y a des échanges réguliers? Alors, il y a des Ou alors échanges. vos frères et sœurs, vos sœurs, hein, parce que vous avez deux Alors, sœurs. un frère et Vos une frères sœur. et sœurs sont Ouais. un peu. Alors, on a tendance à bouger en même temps. Mhm. C'est-à-dire qu'on était restés en région parisienne tous. Ma sœur était redescendue à Aix-Marseille pour le travail. Et au moment de la retraite de mes parents, on est tous redescendus à Montpellier. Et Ouais. donc là, on a retrouvé nos grands-parents. Parce que, Montpellier, qui est effectivement le bassin familial, on va dire. alors, Une c'est une partie, mais c'est surtout l'Aveyron, où mes arrière-grands-parents étaient fermiers et ont été obligés de migrer parce que les propriétaires terriens voulaient récupérer leurs terres, puisqu'on n'était pas propriétaires, voilà, toujours des terres. C'est un petit clin d'œil à ce qui peut se passer. Alors, on va parler maintenant de votre parcours professionnel, c'est Matinique. Alors, on a compris, hein, votre parcours pro, en Martinique, il ne fait quasiment que commencer, il y a 4 ans, mais on va voir un petit peu quel parcours vous avez eu. Formation plutôt, je le disais, dans la santé et le social, oui, c'est ça? Tout à fait. Donc, comme je l'ai évoqué juste avant, donc une maîtrise en sociologie des organisations. J'avais aussi juste auparavant un bac en gestion comptabilité, ce qui m'a permis de rentrer dans des structures associatives au début en matière de gestion et d'organisation. Ouais. Voilà. Et puis il y a eu, alors je ne sais pas si c'était l'un de vos premiers emplois, mais il y a eu la maison de retraite Les Tisserands à Voilà. Évry. C'était un de mes premiers emplois. Alors à l'époque, c'est marrant parce que ça me poursuivait. Donc mon employeur à l'époque de cette maison de retraite, c'était le comité d'entraide des Français rapatriés. Ah oui. Et donc la maison de retraite, il y avait beaucoup de personnes âgées C'était un foyer avant de personnes qui venaient du Tonkin, donc le Vietnam. Oui, tout à fait. Et, donc c'était pour la plupart des rapatriés. C'était la plupart des rapatriés. Il y avait quelques Africains également qui étaient là. Et voilà, j'étais directeur financier de cette EHPAD-là, de celle qu'on voit, et une autre qui était à Petit-Bois, j'ai un quartier à côté. Et le maire était M. Valls. Ah oui, Manuel Valls, l'actuel ministre des Outre-mer. Justement. Et alors, vous disiez que c'était une maison de retraite dans laquelle il y avait beaucoup de personnes rapatriées, donc qui avaient travaillé, on va dire, dans l'ex-France coloniale, C'est ça. pour certains. Comment ça se passe psychologiquement quand on revient? Bon, c'est des gens d'un certain âge quand même, mais oui, là, je pense que certains avaient toute leur tête quand même, non? Ah, ils avaient toute leur tête. Ils étaient nostalgiques. Ça, on ne peut pas ne pas dire qu'ils n'étaient pas nostalgiques. Avec un peu de rancœur parfois par rapport au fait que certains aient dû quitter. Toujours un peu, mais bon, c'est des déchirures, c'est des plaies, c'est compliqué souvent, donc il faut... alors, j'avais plus le côté financier, je voyais quand même les gens, bien sûr. Mais on sentait effectivement une douleur de déracinement qui justement... et ils avaient été mis en foyer, et après le foyer, eh ben, ils passaient en maison de retraite. Ouais. Donc il n'y avait pas vraiment d'attachement à la terre. C'est ça. Et ils se retrouvaient un peu... voilà. C'est vrai que ça pouvait être douloureux, mais il y avait des familles qui venaient quand même régulièrement, et qui, elles, c'était complètement... La deuxième génération était vraiment complètement, on va dire, avait plus cette rancœur-là, en tout cas. Et vous étiez plutôt le financier de la maison, c'est ça? Oui, c'est ça. La maison de retraite. C'est ça, des deux maisons de retraite. J'étais arrivé en intérim dans cette maison de retraite, et après les résultats, enfin, ce que j'avais mis en place, donc on m'avait proposé le poste de directeur financier des deux EHPAD. Vous étiez jeune pour un directeur financier? Oui, tout à fait. Et puis après, vous évoluez vers une structure qui s'appelle l'APIGE. Alors, pas l'APIGE en deux mots, hein. APIGE. Ouais. Association pour l'insertion des jeunes par l'économique. Donc là, vous changez un peu de registre, vous passez des vieux aux jeunes? C'est ça, mais là, c'est à Montpellier. Donc c'est l'époque où mes parents redescendent dans le sud de la France pour leur retraite. Et c'est l'époque aussi où j'ai ma fille. Donc
on descend tous. Parce que voilà, toujours la famille, on se regroupe pour, voilà, pour être plus à l'aise tous. Et là, vous occupiez quelle fonction? Là, j'étais comptable, juste comptable. Ouais. Donc toujours dans, Voilà. toujours dans les chiffres et dans les, Toujours dans les chiffres. et dans les finances. Et dans les finances. Et j'arrive sur mon prochain emploi, enfin on verra la photo après, toujours... Gérante au Sud, on va voir cette photo effectivement. Ouais. On vous voit, alors j'ai mis le logo oui, lui oui. aussi en bonne compagnie avec la cravate. Ah oui, là ça ne plaisante plus. Et, mais ça n'a jamais beaucoup plaisanté avant les chiffres. Ouais. Mais donc c'est un établissement qui est un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, donc où exercent des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ça veut dire quoi clairement être mandataire judiciaire? Alors pour ça les- veut dire pour les majeurs des personnes qui s'occupent de personnes qui sont sous tutelle ou curatelle, mais désignées par la justice. Donc des personnes qui n'ont pas forcément toutes leurs facultés, C'est ça, Mhm. qui n'ont pas toutes leurs facultés, et on doit les accompagner. Alors, je suis arrivé au moment de la réforme, ça veut dire qu'il y avait un texte de loi qui disait qu'on ne devait accompagner les gens qu'au niveau financier Ouais. et du capital, et au moment où je suis arrivé, on parlait d'accompagnement des droits de la personne. Et là, vous occupiez un poste de direction? Là, Ouais. j'étais directeur de la structure. Alors, je suis arrivé aussi côté financier. Et puis, après, ils m'ont proposé le poste de directeur. Et au moment où ils m'ont proposé le poste de directeur, je leur ai demandé une formation complémentaire. Et j'ai fait donc un Master 2 en gestion des établissements médico-sociaux. À ce moment-là, vous avez déjà un peu des envies d'ailleurs ou pas? Là, parallèlement, il y a toujours des envies d'ailleurs. C'est-à-dire que parallèlement, on peut dire qu'à chaque vacances, je suis en Afrique. Ouais. C'est-à-dire un mois de vacances, Vous je suis soit au déjà découvert Sénégal. l'Afrique à ce moment-là? Ouais. Je suis au Sénégal, j'étais passé au Bénin aussi, au Cameroun. Voilà, j'étais aussi allé à Madagascar, donc j'avais voilà. Et toujours avec cette curiosité de découvrir les traditions. Oui, alors j'ai l'habitude de dire que ça me poursuit. En fait, on ne sait plus si c'est des hasards ou si c'est provoqué par moi. Mais au Sénégal, donc quand je suis arrivé comme volontaire, j'ai été la deuxième fois que j'y suis allé dans un village qui s'appelle Touba Libenda, où les fondateurs de la grande ville sainte au Sénégal, donc de Touba, j'étais dans leur famille. Ouais. Et donc, obligatoirement, tout le côté spirituel, tout était là, et les pratiques, etc. Alors ça se passe en 2016. En 2016, vous publiez 2 articles dans la revue Droit et Santé. Ouais. Cette revue qu'on voit ici, et 2 articles, un article sur les points d'accueil et d'inclusion, on va les voir, points d'accueil et d'inclusion, donc là on était dans l'Hexagone, Oui. et puis ensuite un autre article sur les politiques en faveur du handicap, pour lutter contre le handicap au Sénégal. Voilà, on est sur 2 périodes, donc cet article je le fais un peu comme une fin de carrière dans le social, en mentionnant l'ensemble des points qui me paraissent nécessaires pour une meilleure prise en charge des publics. C'est-à-dire, la photo que vous avez vue avant est une photo qui est issue de la presse, dans laquelle on a mis en place le premier guichet unique dans l'Hérault. Ouais. Et qui était en fait une reprise. C'est-à-dire que toute personne en difficulté, peu importe son revenu, pouvait venir. Et donc, on a développé ce concept-là. J'ai essayé de le faire vivre. Il vit encore. Et je l'ai développé sous forme de théorie dans cet article-là. À la suite de quoi, je suis parti de cette association. Et je suis allé au Sénégal. On va voir d'ailleurs, on va vous retrouver ici avec la conseillère de Macky Sall, le président sénégalais, et le ministre des Affaires étrangères. C'est ça. Et là, vous occupez quel poste à ce moment-là Alors en fait, au gouvernement sénégalais, en fait? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je suis conseiller de la conseillère, comme on dit. Donc je travaille avec elle sur les problèmes de handicap que j'avais connus donc, tout au long de ma carrière. Et on développe ensemble des sensibilisations auprès des ministères pour que puissent être accompagnés et recruter des personnes handicapées. Voilà. Et en même temps, donc ça c'est au niveau de la présidence, c'est pas au niveau du gouvernement. Donc c'était sensibiliser les différents acteurs
des ministères, mettre des personnes en point relais pour que justement la politique puisse être accompagnée au Sénégal dans ce domaine-là. Quand vous arrivez au Sénégal et que alors vous avez peut-être été embauché avant de quitter l'Hexagone ou pas? Je n'ai pas été embauché, je Non. suis allé complètement de façon volontaire. Et quand vous venez, vous présentez, qu'est-ce que vous proposez de faire? En fait, de collaborer avec Aïssatou Cissé. Mhm. Et je lui dis, ben voilà, tu me connais, on en avait échangé. Elle m'a dit, mais oui, et on va bosser ensemble. Donc on dit, ok, on bosse ensemble. Mais en même temps, je développe un projet d'appui à des associations de lutte contre le VIH Ouais. au On va Sénégal. voir la photo tout à l'heure. Ouais. Et je me sers. On s'entraide dans la mise en place de politiques en direction des personnes des jeunes personnes handicapées, des jeunes personnes atteintes du VIH ou des jeunes handicapés pour justement qu'il y ait une véritable prévention. Ouais. Voilà. On va en parler dans la troisième partie, puisqu'on Oui. va effectivement parler de ces engagements, engagements solidaires au Sénégal et au Bénin notamment. Après le Sénégal, donc vous avez une petite période et puis vous arrivez en Martinique, donc il y a 4 ans maintenant. Voilà, donc après le Sénégal, ce qui s'est passé, c'est que... on vous voit, alors bon, la photo est un peu stéréotype. Hein, c'est clair, j'ai envoyé exprès. Le métro sous le cocotier. Le métro qui arrive direct. En fait, ce qui s'est passé juste avant la petite période dont vous parlez, je vais l'évoquer très rapidement. Bien sûr. Donc en rentrant du Sénégal, une personne qui m'avait vu travailler au Sénégal via les réseaux sociaux m'a demandé si je souhaitais l'aider à monter une association avec un lieu tiers pour les artistes. Ouais. Donc vu que j'avais pas grand-chose et que ça me plaisait assez, je lui ai dit OK, mais dès qu'on sort des revenus de cette association, on financera des projets en Afrique avec. Ouais. Donc on est parti là-dessus. Je suis retourné au Sénégal après avoir eu des financements et aussi des financements du conseil départemental de l'Hérault. Et durant cette période au Sénégal, le Covid arrive. Ouais. Donc on est obligé de fermer le lieu tiers. Je rentre en France après quelques périples. Et là, plus d'activité et des amis qui me disent écoute, parce que j'avais d'autres fonctions aussi en tant qu'administrateur de CHRS, 115, etc. Et qui me disent écoute, viens voir un peu ce qui se passe en Martinique, ça pourrait toujours. Ouais. Et donc j'arrive en Martinique. Et à partir de ce moment-là, je cherche un emploi. J'arrive en novembre. Et en janvier, je suis recruté par France Travail. Alors, avant de parler de France Travail, on va parler de la sculpture parce qu'on va comprendre un peu le cheminement qui va nous conduire à la troisième partie. Vous avez rencontré une dame qui s'appelle Florence Bonnevie. C'est ça. Au village de la Poterie. Exactement. Donc, il y a un rapport aussi avec le livre dont on parlera après. Oui, tout à fait. Qui a été un moment où j'étais dans la dimension de me dire que face au le livre n'était pas suffisant en tant que tel et qu'il fallait apporter des éléments complémentaires, supplémentaires. Et je me suis dit, la sculpture, ça pourrait être un bon truc. Donc j'ai cherché, je suis allé au village de la Poterie. J'ai croisé Zébé lors d'une soirée. Zébé, qui est un des hommes d'argile. Qui est un des hommes d'argile et qui m'a dit, ah, la personne que tu cherches et qui sait faire ça, c'est Florence. Et donc, voilà, depuis, on travaille ensemble. Donc, elle est maître sculpteur ou sculptrice, je ne sais pas voilà, moi, je maître sculpteur ou sculptrice, comme vous voulez. C'est pareil que vous pour ça. C'est elle qui m'a tout appris. Ouais. Et on va voir que vous avez appris vite, hein, puisqu'on va retrouver cette collection de masques. Alors, d'où vous vient l'inspiration? Vous avez déjà l'influence africaine, forcément, on voit des... Alors, c'est-à-dire que quand on prend j'ai été baigné dans l'influence africaine. La culture, plein de choses, le fait de vivre. Quand j'étais en Afrique, quand j'étais au Sénégal, par exemple, j'étais une coopérative agricole. La coopérative agricole, j'allais au champ avec les gens. J'ai appris à parler le Wolof, à parler le Peul. Parce que j'étais obligé de communiquer, personne ne parlait français. Donc, ou peu de gens. Donc, tout ça, quand on commence à avoir la langue, donc il va falloir vraiment que je m'y mette pour le créole. Oui, tout à fait. On rentre vraiment dans l'esprit et dans la construction de la personne. Oui. Et on retrouve ça là, du coup. Parce que dès qu'on crée, ça ressort de façon forte. Au préalable, avant ces sculptures-là, alors ça, c'est la collection Orisha qui a été présentée
la deuxième année où je suis allé au Bénin. Ouais. Ouais. On va voir un autre masque en gros plan, celui-ci, où on voit effectivement très clairement là, l'influence Orisha, c'est Orisha ou Orisha, alors là, Mhm. c'est la représentation du roi Béanzin actuellement. Ouais. Donc je suis allé lui présenter l'année dernière. On va le voir en photo tout à l'heure. Je Ouais. l'ai mis dans la partie, C'est ça. dans la troisième partie. Mais voilà, c'est toutes ces inspirations-là, ces rencontres-là qui font cette création-là. Mhm. Et après, quand on sculpte, c'est la terre qui parle. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire que vous pensez que vous sculptez, mais en fait, dès que vous commencez à faire une forme, la forme ressort. Mhm. Et vous n'avez plus qu'à vous appliquer à faire ressortir des traits un peu plus. Ouais. Mais quand vous sculptez vraiment, que vous avez les mains dans la terre, toute votre attention Mhm. est prise dedans, voilà, c'est aussi... Et on va voir que, passion. ces sculptures, ces masques vous ont conduit effectivement à aller au Bénin et à découvrir la culture vaudoune. Mais d'abord, on Ouais. parle, alors vous avez parlé d'un tiers-lieu, je ne sais pas si c'est celui-ci dont vous parliez, Celui-ci, oui. donc qui était dans le sud de la France, c'est ça? C'est ça, qui Mhm. était juste un peu au-dessus de Montpellier, à Aulargues. Donc c'était une ville médiévale où il y avait pas mal de passages de touristes. Et donc on avait fait des réunions d'artistes avec des présentations de différentes œuvres, des peintres, des sculpteurs. Et chaque sculpteur, chaque peintre laissait une sculpture ou une œuvre. Et chaque fois qu'on vendait l'œuvre, en fait, ça revenait à Mhm. l'association et ça permettait de financer une partie d'action en direction d'enfants en Afrique ou Ouais. voilà, de personnes en difficulté, avec comme je dis, un soutien à un moment du conseil Mhm. départemental de l'Hérault. Et on va voir effectivement ce que vous avez fait avec, en partie avec les sommes récoltées. Mais il y a eu effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, l'épisode Voilà. du premier recueil de poèmes. Alors, ça, Qu'est-ce qui vous a poussé? Alors déjà, le titre Autopsie d'une âme charnelle, Ouais. on vous voit, on va dire, un peu pensif en train d'observer. Là, on est où? Cette photo Là, a on été est à prise où? Dakar. À Dakar. Ouais, on est à Dakar. Fait un nouveau quartier, voilà. Et ce qui m'a attiré mon attention, alors, Autopsie d'une âme charnelle, déjà, ça mérite quelques explications, mais c'est le sous-titre. Ouais. Recueil en guise de cercueil. Vous étiez un petit peu... Dépressif, vous voulez dire? Vous aviez des états d'âme, on va dire? Non, en fait, c'était pas des états d'âme, c'était savoir. C'est des écrits qui sont sortis très rapidement, qui m'ont permis de présenter, de jouer avec des textes, c'est-à-dire de les présenter d'une façon, de les lire du début à la fin et de la fin au début, en présentant deux textes qui ont des sens différents. D'ailleurs, je ne sais pas précisément comment ça se dit, mais on peut le lire dans un sens ou dans l'autre. C'est On ça. peut commencer et ils l'ont pas pris par à la le début FNAC ou par parce la fin. qu'ils ne pouvaient pas le mettre dans les étagères. Mais oui, c'est effectivement tout le but est là, c'est-à-dire de montrer aussi que on peut jouer avec les mots, et les mots peuvent, quand on joue avec, donner des sentiments et des impressions différentes et des sens différents, alors que ce sont les mêmes mots. Voilà, c'était tout le jeu qui s'est fait là. Il s'est fait très spontanément, avec des textes des fois un peu durs. Mais oui, mais par exemple, il y a des poèmes de longueur différente, mais là je lis un poème très court, sur ma tombe, pas d'inscription, juste un regard, mon amour, en guise d'adieu. C'est pas super optimiste. Hein. Tu retournes le livre Oui. et tu lis dans l'autre sens. Tu vas voir, je ne sais pas s'il y a l'image, enfin je vais te le trouver. Voilà. C'est la même image que tu as. Et on est sur quelque chose de plus positif à ce moment-là. C'est ça. Alors, je te le retrouve. Hein. Le poème, c'est parce que c'est peut-être plus simple à écrire qu'un roman ou, en guise d'adieu, ou une autobiographie. Oui. En guise d'adieu, juste ton regard, mon amour, pas d'inscription sur ma tombe. C'est une vraie déclaration d'amour. Donc je disais, le choix du recueil de poèmes, c'est parce que c'est plus facile à écrire qu'un roman ou qu'une autobiographie ou... J'aime les poèmes parce que j'arrive à sortir des émotions fortes avec très peu de mots et des fois de façon brutale. J'aime bien que ça tape, quoi. Et des fois, j'ai peur, j'ai pas encore essayé complètement le roman, mais j'ai peur de perdre en force. Voilà, mais parce que je ne suis pas non plus un grand écrivain. Hein. Donc là, on est en 2019, c'est juste avant le Covid. C'est ça. Donc, premier recueil de poèmes. Comment il a été accueilli? Alors, doucement. Alors, c'est en même temps que le tiers-lieu, parce qu'en fait,
on m'a dit écris tes poèmes, parce que j'avais fait un salon du livre avec le tiers-lieu, où différents... Et l'éditeur était venu pour présenter des livres, et il m'a dit, mais si tu veux, présente-moi des poèmes, et je vais éditer. Et j'ai fait ça comme ça, et l'idée est venue comme ça. Il a été cueilli vraiment très doucement. Alors, les recueils de poèmes, ce n'est pas des best-sellers, hein, comme certains romans, mais qu'est-ce que ça vous a apporté en termes d'accomplissement, en termes de... Alors, en termes d'accomplissement, ça a été un moment de reconnaissance, même à travers le tiers-lieu, puisque, en fait, les poèmes ont été repris et mis sous forme de tableaux par différents artistes, etc. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, il y a eu après donc, cet autre recueil qui n'est pas un recueil de poèmes, mais qui est aussi Alors, au début, il a les lettres. Oui, oui. Et puis, il est, donc ça s'appelle Vaudoune, on va en parler dans un instant, mais avant ça, il y a eu l'épisode France Travail, parce que vous êtes arrivé en Martinique. C'est ça. On voit d'ailleurs les masques ici, ça. on vous voit avec Stanislas Cazel et la directrice de c'était quelle agence d'ailleurs Carlis à Fort-de-France. À Fort-de-France. Oui, oui. Donc vous avez fait... Daniel Saint-Augustin. Voilà, vous avez fait donc 2 missions à France Travail, c'est ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé donc en Martinique en novembre. En janvier, j'ai commencé à France Travail. J'ai été sélectionné pour travailler avec eux, recruté pour une mission de 18 mois sur un dispositif qui s'appelait l'AIS, donc accompagnement intensif senior, où je suivais toutes les personnes qui avaient mon âge. Donc tous les seniors, on va dire. Voilà. Et qui a un accompagnement renforcé et qui permet justement de remobiliser, de redonner confiance et d'amener vers l'emploi ou vers une formation. Un accompagnement, en l'occurrence à l'époque à distance, puisqu'avec le Covid, c'était compliqué. Alors pas toujours, puisque France Travail est resté ouvert pendant le Covid. Et on a reçu les gens aussi, et on a fait des séances d'information collectives et des suivis individuels. Donc vous avez fait deux missions de 18 mois, c'est bien ça? C'est ça, et entre 6 mois, et pendant les 6 mois, entre les deux, c'est là qu'a eu le livre a été créé. Ah bon, on va retrouver effectivement la couverture du livre Vaudoune, pratique, chant et poésie. Donc là, vous êtes déjà parti au Bénin ou pas? Pas encore. Non. En fait, j'y étais déjà allé, mais là, j'étais en train de finir mon recueil de poèmes qui m'avait été inspiré lors du Covid, où j'étais bloqué au Sénégal. Et j'étais en train de le sortir, et j'ai un ami donc, qui est initié au vaudou. Et on va vous retrouver d'ailleurs avec lui, Odimé, Kotimé, c'est comme ça qu'on dit, Odem, Kotem ou Odimé? Undémon. Alors, Undémon, pardon. Akotine, Miwanzin. Très bien. Voilà. Qui lui est un spécialiste du vaudoune. Donc le vaudoune, c'est le vaudou originel en fait. Alors c'est le vaudou le vaudoune est pratiqué au Bénin, au Togo, au Nigeria. Il a comme origine l'Égypte antique. Et en fait, ce sont les différentes migrations liées au conflit, aux guerres, aux famines, qui ont fait évoluer cette spiritualité vers le sud, le golfe de Guinée. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au vaudoune? Vous ne parlez pas de religion, mais dans certaines définitions, on retrouve le terme de pratique religieuse. Qu'est-ce qui vous conduit à vous intéresser au vaudoune? Alors, quand on va régulièrement en Afrique, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont pas matérielles et qu'on peut ressentir. Que ce soit la terre, que ce soit l'air, tout ce qui vous entoure, et les émotions, et plein de choses qui vous traversent. Et le vaudoune, ça m'a intéressé parce que les poèmes, je veux dire, quand j'ai écrit les poèmes, je me suis dit, en fait, expliquer à ce moment-là cette spiritualité va les faire ressortir et va leur donner encore plus de force. Parce qu'à travers les poèmes, c'est ça que j'essayais de montrer. Et donc, voilà ce qui a motivé réellement le choix à ce moment-là. Et dans ce livre, donc je le disais, il y a à la fois des poèmes et puis des explications sur les rites, les pratiques rituelles du vaudou, des explications aussi sur certains mots. Vous avez voulu faire à la fois un recueil de poèmes et puis un livre pédagogique. C'est ça.
En fait, le tout, on s'était mis d'accord avec Kundémon, c'était de démystifier. Ouais. C'est-à-dire, quand on parle vaudou, on voit d'un seul coup, on va vous dire, oh, bah, il y a quelqu'un, un mort-vivant qui est en train de traverser dans la rue, je vais me retrouver à un croisement, là, je vais voir des poulets égorgés. Il y a des poupées qu'on va il y a piquer avec des poupées. aiguilles. Enfin, voilà, Voilà, ce sans sont les stéréotypes, quoi. organisation, sans des stéréotypes très négatifs. Ouais. Et en fait, dire que non. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, on m'a expliqué, ce que j'ai vu aussi, c'est ce que sont en train de vous expliquer comment on appelle ça, les gens qui sont là pour vous manager, Ouais. vous voyez, c'est une reprise en confiance de soi, une connaissance de ce qu'il y a autour de vous, Ouais. prendre connaissance de la nature, de ses bienfaits, de votre environnement, de voir comment ces choses agissent et comment elles sont présentes en vous. Et ça permet quand même d'avoir une certaine stabilité. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que si on vous parle des océans aujourd'hui, on dit on est en train de les polluer, on tue une partie de la nature. Et du coup, quand vous ne respectez pas l'eau, elle va finir par ne plus vous respecter. Ouais. Et le vaudou, en fait, met en avant ces éléments-là et met en avant le respect des 4 éléments. Ouais. Ce qui est quand même ce qu'on est en train de nous dire sur le réchauffement climatique, sur plein de choses, alors que c'est des choses qui sont ancestrales. On va vous voir là en promotion au magasin Cultura pour le livre. Comment est-ce qu'il a été... Alors, on voit Marie Lampigny d'ailleurs, que je salue avec vous. Ce sont des membres de l'association dont on va parler aussi, Haché Culture. Haché Culture, oui, Marine est secrétaire de l'association. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais il y a également Guylaine Régal, donc, qui anime une émission sur RBR. Absolument. Il y a Shannon Barrault, qui, elle, a une boutique, qui est une artiste, mais qui a également une boutique au 26 rue Périnon, voilà, où est disponible le livre. Donc là, vous êtes en promo à Cultura. On va avoir aussi un article que Marie Lampigny a d'ailleurs écrit sur le MAG concernant le vaudou démystifié. C'est un petit peu ça, là, aussi la démarche. Quel accueil a été réservé ici? On va parler tout à l'heure de l'Afrique, mais quel accueil a été réservé ici à ce livre? Alors, il y a eu une grande surprise. Parce que... Surtout, un livre écrit par un métropolitain, par un hexagonal. D'abord, un hexagonal. Pourquoi la Martinique? Qu'est-ce que le gars fait là? Beaucoup d'interrogations. Mais j'ai l'habitude des interrogations. Quand je vais en Afrique, pareil, qu'est-ce que vous faites là? Et en fait, je suis ma route. C'est-à-dire que avant d'avoir toutes ces hésitations, ces questionnements, déjà regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez ce que je fais, et puis vous verrez bien qu'on est sur des choses positives et qui vont de l'avant. Voilà. Et on va voir que, puisque vous suivez votre route, que le livre Vaudou vous a amené donc au Bénin et dans des lieux auxquels vous ne vous attendiez pas forcément, c'est la rubrique politique. Voilà, mais avant de reparler du Vaudou et des portes qui vous ont été ouvertes grâce à ce livre, et aussi grâce à votre travail de sculpture, on va d'abord voir cette photo où vous êtes avec un membre éminent de l'organisation ONU-SIDA, parce que vous avez mené en fait en Afrique, vous le disiez tout à l'heure, des actions de sensibilisation au VIH. Oui, tout à fait. Donc on a travaillé, comme je vous l'ai dit juste avant, sur 2 temps. Un temps donc avec la présidence de la République du Sénégal et le Centre national de lutte contre le sida du Sénégal. Là, c'était le premier colloque scientifique sur le VIH en Afrique, en tout cas au Sénégal, sur lequel on a appuyé des campagnes de sensibilisation et de dépistage montées par des associations locales. En fait, c'est là que ça a été intéressant. On va vous voir d'ailleurs avec des enfants sénégalais. Alors là, on n'est pas forcément sur la sensibilisation au VIH, si? Là, on est sur les talibés, donc les enfants qui sont dans les écoles coraniques, qui sont généralement en difficulté parce qu'il y a peu de financement des écoles. Voilà, c'est difficile. Alors moi, j'essaie de pas d'avoir de jugement, mais d'avoir des actions.
Donc c'est apporter des cahiers, des vêtements, de la nourriture pour Ouais. qu'effectivement ils puissent vivre dans des meilleures conditions, toujours avec des appuis. C'est pas moi comme ça, c'est des associations qui sont là localement, Ouais. qui sont gérées par des Sénégalais et qu'on appuie. Et puis là donc c'est sur la photo suivante, c'est une action Voilà. de sensibilisation à travers quoi? À travers Alors, quelle pratique? Là, c'est dans une ville qui est à Diourbel, qui est à côté de Touba, la grande ville. Au Sénégal, Au toujours. Sénégal, Hein. où on a fait revivre des moments culturels, parce que le Sénégal est très impliqué, est très près de 80%, 90% de musulmans, et certaines pratiques ancestrales disparaissent peu à peu. Et donc là, on a refait revivre une des pratiques à travers des jeunes qui étaient là, qui avaient des associations. Et en même temps, on a fait des campagnes de sensibilisation. Alors, bon, c'est un peu délicat, mais dans des bordels qu'il y avait à peu près partout dans la ville. Et puis, il y a eu Orisha, cette exposition Orisha 2024. Ça, c'est décembre de cette année. Dont la porte vous a été ouverte, on va dire, dont les portes vous ont été ouvertes par ces sculptures Oui, que vous avez réalisées, entre autres à la poterie. c'est ça. Pas entre autres. À la poterie. Tout à la poterie. Et aussi avec le livre Vaudoun. C'est le livre Vaudoun qui a été un petit peu le déclencheur de tout ça. C'est ça. Alors, juste au préalable, l'année d'avant, je m'étais rendu au Bénin pour participer à la conférence internationale, où j'étais invité à la conférence internationale sur le vaudou, qui est Vaudoun pour contrôler les nations, où là, j'étais amené à présenter le livre devant des dignitaires du vaudou de tous les pays du monde. Il n'y avait pas que le Bénin, Ouais. ils venaient de partout. Donc ça a été aussi une porte d'entrée. Et après, la volonté entre artistes, donc c'est là où j'ai rencontré Azé Baba, qui est l'artiste béninois, de mettre en avant une exposition sur un thème qui était le cri. Donc c'est pour ça qu'ils ont tous la bouche ouverte. Oui, tout à fait. Voilà. Mais alors, on vous voit là pendant votre intervention sur le cliché suivant. Ouais. Orisha, c'est quel type d'exposition? C'est une exposition d'art globale, c'est-à-dire qu'autour du vaudoun, c'est pas que des textes, c'est pas que des pratiques, c'est aussi de la culture. Donc c'est des textes, c'est des chansons, c'est des sculptures, c'est des peintures, c'est tout un univers. Et c'est cet univers-là qu'on a essayé de montrer à travers cette exposition, parce que là on me voit, mais il y avait aussi des danseurs. On va avoir effectivement Ouais. une photo de l'exposition Orisha. Voilà. On voit effectivement différents, entre autres des masques, mais il n'y a pas que des masques. C'est ça, il y a des peintures, il y a des masques, il y a eu aussi, bon, je ne vous ai pas fourni les vidéos, mais il y avait également, lors de l'inauguration, des dignitaires qui sont venus, des danseurs qui étaient là, toute une animation musicale. Donc on a pris vraiment la totalité. Le lieu que vous voyez là est un lieu qui a été créé de toutes pièces donc, par l'association Haché Culture Martinique, pour que les artistes béninois et martiniquais puissent se rencontrer à travers voilà, ces thèmes-là. Et quand je disais que le vaudoun et les masques vous ont ouvert les plus grandes portes, y compris celle du descendant actuel du roi Béhanzin, qui est sur le trône aujourd'hui, enfin qui représente aujourd'hui la dynastie Béhanzin. On va vous voir ici à la fois avec des dignitaires vaudous devant Voilà. le roi Béhanzin, et puis les masques aussi qui ça. sont exposés. Alors, pour la petite histoire, les masques ils ont été exposés également au Diamant, sur la plage du Diamant, face au rocher, sur une grande porte, juste avant de partir pour le Bénin. J'ai l'habitude de dire, quand j'ai commencé à faire ces masques-là, je me suis dit, ils sortent là, mais ils ne sont pas là par hasard, donc je ne vais pas les laisser ici, je les ramène. Ouais. Et c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Il y avait une forte... voilà, c'était une forte émotion, en tout cas, dans la création. Et du coup, maintenant, ils sont exposés au palais. On va les voir d'ailleurs tout à l'heure, mais là, on voit devant le roi Béhanzin actuel le masque qu'on a vu tout à l'heure en gros plan et qui est censé représenter son effigie, c'est ça? Alors, oui, ça, c'est l'effigie du premier roi. Du premier. Là, devant, pardon, je sais pas, c'est la photo d'à côté, j'étais devant. Ouais. Exactement, c'est son effigie. Ça lui a beaucoup plu. Moi, j'étais ému du fait qu'il ait pu s'y reconnaître. Oui.
parce que c'est comme un travail et Bien sûr. quand on a cette reconnaissance-là. Et là, on est sur un projet avec eux de toutes les pièces qui sont au Bénin, parce que moi j'ai ramené toutes les pièces que j'ai créées, celle-là et celle d'avant, au Bénin. C'est faire une exposition peut-être l'année prochaine de l'ensemble des pièces au Palais. Et on va voir d'ailleurs les masques qui sont aujourd'hui Au palais présidentiel, enfin au Palais royal. Au Palais en Royal, l'occurrence, voilà. du roi Béhanzin. Hmm. Et là, ce ne sont pas forcément des personnes que vous avez reproduites. Ce sont Non. C'est l'inspiration qui vous a amené C'est l'inspiration qui a amené à ça. C'est quand je dis que quand vous faites une pièce, c'est la terre qui parle, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment une dimension qui est une dimension spirituelle. Je peux rien, c'est comme ça. Même si on va dire elle est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est que vous faites la pièce et ça ressort. Et à ce moment-là, bon, après il y a des techniques qui restent des techniques de base, mais il n'y a aucune, comment dire, c'est une inspiration qui est sortie. Il n'y a pas de copie là. Ouais. Et puis je le disais, vous avez rencontré donc des dignitaires vaudounes qu'on va retrouver sur ces deux, on vous voit sur ces deux photos. Alors pourquoi vous êtes buste nu et pas les autres hommes, par exemple? Alors, j'ai été buste nu là parce qu'il y avait une cérémonie vaudoune. Donc à ce moment-là, j'ai été buste nu. Et là, je suis pas buste nu sur celle du roi. Mais l'autre. Donc là, ce sont tous des dignitaires, on les appelle les dignitaires vaudounes? Non, là, vous avez le roi Béhanzin qui est sur son trône, d'accord, avec sa cour. Donc ça, c'est sa famille devant. Et les dignitaires sont alors comme ça à l'envers à chaque fois. Enfin, sont de l'autre côté. Et les femmes sont de l'autre côté. Donc ça va plus facilement. Par contre, de l'autre côté, c'est effectivement un palais qui est à Ouidah. Alors, un temple, vous avez été initié au Vaudoune par ces... Alors, on dit quoi? On dit des dignitaires, on dit des prêtres? Qu'est-ce qu'on dit? Moi, je dis... il y a des prêtres et des dignitaires. Mais je dis surtout que j'ai pas eu une réelle initiation. C'est plus... c'est une initiation, on est d'accord, mais c'est pas quelque chose de renforcé. Une réelle initiation va durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec des choses... Là, c'est plutôt... de l'ordre de la symbolique, voilà, pour être bien clair, parce qu'il y a tout autour de ça, il faut quand même, il y a des pratiques, il y a un certain nombre de choses, et si on fait les choses sérieusement, ça va demander beaucoup plus de temps. Qu'est-ce que ce passage au Bénin, à l'exposition au Richard, vous a apporté? La rencontre avec ces peuples, avec ces dignitaires vaudounes, qu'est-ce que vous en retirez? Encore une affirmation encore plus importante que les choses viennent de nous. C'est à nous de voir les choses, c'est à nous de les décider. C'est que vous êtes dépendant de votre environnement que si vous le souhaitez. Et que beaucoup de choses viennent de votre initiative ou de votre façon de recevoir les choses. Et que si vous êtes dans des dimensions positives, si vous êtes dans des dimensions volontaires, il n'y a aucun doute que les choses vont se débloquer. Ce sont des actions que vous avez menées dans le cadre de l'association Haché-Culture. On va voir là le logo de l'association. C'est déjà une démarche. Alors, Haché, pourquoi Ça veut dire bénédiction en béninois, oui. Parce que c'est... redites votre question. Non, je disais, quel est l'objectif de l'association L'association, c'est de développer le plus de liens possible entre la Martinique et le Bénin, mais entre les artistes, directement. Donc ça veut dire que là, jusqu'à présent, moi, j'ai porté beaucoup de choses sur des fonds personnels. Enfin, les choses, elles sont claires. Bien sûr. On a fait des demandes de subventions. On espère qu'on sera soutenu sur quelques démarches. Mais si on ne l'est pas, c'est pas grave, on va avancer. Voilà, on est toujours dans un esprit positif d'aller de l'avant. Ce qu'il faut, c'est que les gens se rencontrent, se découvrent, et dans cette découverte, que chacun puisse mettre en avant sa propre culture pour arriver à quelque chose d'autre ensemble. Voilà, c'est plus dans ce but-là qu'on est. On est vraiment dans ces dimensions. Vous êtes soutenu au niveau de l'association par quelqu'un de bien connu dans le milieu des médias, Federica de Martinique Première à la radio. Donc régulièrement, elle parle un petit peu des actions de l'association. Exactement. Donc Federica, j'ai rencontré la première fois dans le cadre de France Travail, où j'ai expliqué le dispositif AIS, et puis après, je lui ai expliqué mon travail.
Et elle a dit, non, c'est quoi ce blanc qui est en train de nous faire un truc sur le vaudou là? Le mec, il est taré ou quoi? Donc, on va commencer à essayer de savoir de quoi il s'agit. Et donc, après, elle m'a suivi. Donc, elle a lu le livre. J'ai fait quelques interventions à la radio avec elle. Et puis, elle a fait des directs aussi quand j'étais au Bénin. Et là, ben, on continue. On espère développer encore un petit programme au mois de mai, si elle m'écoute. Voilà. On va avoir une photo avec d'autres enfants du Bénin. Donc, on est toujours là dans le cadre de Haché Culture. Toujours. Là, on a soutenu des enfants qui sont orphelins, où on a apporté de la nourriture et des cahiers, toujours qui sont pris en charge par une structure qui s'appelle AVDS ONG Bénin, laquelle on soutient avec les moyens qu'on a, mais dès qu'on peut le faire, on le fait. Voilà. Et puis on termine avec cette photo du maire de, alors je crois qu'on dit Tché, Zé. Qui est une commune du Bénin, un village du Bénin. C'est ça. Donc je l'ai rencontré ici en Martinique. Il était venu visiter Cap-Nord pour faire un jumelage. Donc ben, je lui ai présenté, j'en ai profité pour lui présenter le livre. Et voilà, on a eu des discussions. Et donc c'est une ville qui va être jumelée bientôt avec des communes de Martinique ou une commune de Martinique? Avec une commune de Martinique. Je ne suis pas égal. Je sais que Cap-Nord est en train de s'en occuper, donc voilà. Jean-Pierre Minet, vous avez, je le disais tout à l'heure, vous avez quand même un parcours atypique, parti de Villeneuve-Saint-Georges-Orangis, puis le Sénégal, la Martinique et maintenant le Bénin. Vous courez après quoi? Vous recherchez quoi? Moi, ce que je recherche, c'est le bien-être. Et le bien-être dans le respect. Et je pense que connaître la culture de quelqu'un, ça prend du temps. Et que le temps, aujourd'hui, c'est quelque chose que personne ne nous donne, mais qu'il faut prendre. Et que dans cette époque où tout va vite, il faut savoir aller doucement pour se préserver, mais également pour se respecter. Vous êtes un petit peu nouveau dans l'art et dans l'écriture. On sait qu'on n'en vit pas forcément toujours très bien. Est-ce que vous vous en sortez? Eh bien, écoutez, comme vous savez, il vaut mieux avoir plusieurs activités. Ça évite d'être dans des difficultés. Donc, j'ai plusieurs activités. Et ben là, pendant près de 36 mois, j'ai travaillé pour France Travail. Là, je retravaille pour quelqu'un d'autre. Et voilà, je débrouille. Mais en tout cas, ça reste un mode de vie. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment besoin d'être en communication avec les autres, d'être en partage. J'ai l'habitude de dire, si j'avais quelque chose à dire, pas pour choquer, mais pour un peu faire réfléchir les personnes. Au Sénégal, on me disait, tu es noir dedans, blanc dehors. Et ce que j'ai l'habitude de dire un peu, c'est dire je suis nègre. Et cette négritude-là, dont on parle, c'est un mélange, c'est la créolisation, et le blanc peut aller vers là. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Minet. Je vous remercie également. On va suivre un petit peu les actions, les opérations de Haché Culture. C'est ça, vous restez informés, à l'écoute, parce qu'il y aura des manifestations au courant du mois d'avril et au mois de mai. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Zitata. Bonne soirée, bonne journée.